Salut l'équipe, la NBA Cup est arrivée dans nos vies il y a maintenant 3 ans pour redonner un petit peu de peps à une saison régulière parfois trop fade. Et honnêtement, c'est plutôt cool, ça donne un côté un peu Coupe de France à la Ligue. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de petits poussés qui gagnent 1 600 € par mois et qui retournent dès le lendemain matin bosser après avoir joué le match de sa vie. Mais bon, vous avez compris l'idée. On aime avoir un petit peu d'enjeu dès le mois de décembre, quelques préliminaires en attendant la post-season. Car souvent, l'attente des playoffs, c'est comme faire la queue au Space Mountain lors d'une période de vacances scolaires. Mais c'est long, tellement long. Savez-vous ce qui différencie Damien Lillard de Dimitri Payet ? La NBA Cup, car cette compétition permet à certains d'enfin pouvoir soulever un trophée. Alors que représente la NBA Cup dans la legacy d'un joueur ou d'une franchise ? Difficile d'y répondre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que si les Knicks la remportent mardi soir, ça sera à mes yeux la plus belle compétition du monde en attendant les playoffs, comme toujours. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show et on est particulièrement excité par cette NBA Cup, par ces matchs où il y a des éliminations directes comme ça. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Dans le canapé, ils sont déjà très complices, ils vont nous assurer un ton fantastique pendant l'émission. C'est Thomas avec Théo Omesser. Tu arrêtes de me toucher la main, c'est très perturbant. C'est super stressant, non ? C'est incroyable. Je me rappelle que j'ai jamais fait ça. Là j'étais en face cam, je faisais un lancement d'émission exceptionnel. J'ai senti une grande main chaude sur la main. J'ai pas dit que c'était désagréable, mais j'ai dit que c'était perturbant. Bon, ça va les mecs, je suis ravi de vous retrouver. Je suis très en forme aujourd'hui. Contrairement aux Lakers. Aux Lakers, on va y venir. Mais quand il y a Théo, tout va. En plus, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Théo. On dirait pas comme ça et ne le prends pas mal. Tu fêtes tes 20 ans. Bravo. Alors on dirait pas, ou alors faudrait peut-être aller voir un docteur, mais en tout cas c'est surtout Rivers. C'est surtout Rivers qui fête ses 20 ans. Félicitations Théo. Et vous avez sorti ce magnifique visuel pour ça. Dis-nous-en un peu plus. Ouais, merci. Déjà, je suis ravi d'être avec vous pour finir cette année de cette manière-là. Je pense que l'émission va être assez exceptionnelle. Oui, c'est nos 20 ans. Donc, on avait sorti une anthologie il y a quelques mois avec certains des meilleurs articles qu'on a pu écrire depuis le tout premier numéro de Rivers, tout en haut à gauche avec Mustapha Sonko jusqu'à maintenant. Et on a sorti une lithographie en édition limitée pour fêter un petit peu ça avec toutes les covers de tous les numéros de Rivers qu'on a pu sortir. Donc, voilà, pour fêter les 20 ans comme il faut. C'est disponible toujours sur le site. Ouais, c'est disponible depuis. Ça, on adore, ça regarde. Ça, c'est beau. Ça. Ah, voilà. C'est ce qu'on va faire. On va faire exactement la même chose. On va l'encadrer. On a notre Chris national qui va s'en occuper et ça nous fera un nouvel objet de déco. Ouais. On sait que Rivers est très présent dans notre déco. Tout à fait. Bravo à toute l'équipe, parce que c'est à toi qu'on dit tout le temps, mais tu transmettras les amitiés à toute votre équipe qui fait de l'excellent travail. Allez, avant de se lancer dans le sommaire de l'émission, comme d'habitude, quelques petites annonces. Et lundi, à 22h prochain, dans le NBA Classic Game, on vous propose un match de légende. Larry Bird face à Dominique Wilkins. On est le 22 mai 1988, c'est la date de naissance de Tom Servino, mais il n'est pas encore né en 1988. C'est un match 7 d'exception, un duel entre deux ailiers avec des styles très différents. Et on a vu, Tom, un super match de basket. Ouais, franchement, un vrai match qui rentre dans le catalogue très long et très large des NBA Classic Games. Mais c'est exactement pour ce type de match-là qu'on a lancé ce programme, c'est-à-dire aller dans l'ancien basket, dans le old school, mais avec des joueurs de légende, des joueurs connus de tous, et sûrement beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu des matchs entiers de Larry Bird, Dominique Wilkins. Donc c'est l'occasion lundi pour refaire un petit peu votre patrimoine personnel du basket. Votre connaissance, tout simplement. C'était des ambiances, ça, Wilkins Bird 88. Mais carrément, en fait, c'est mortel parce que c'est vraiment un match de légende. On peut lire des tas de choses sur ce match-là, mais moi j'ai vu que des morceaux. En fait, j'ai jamais vu en entier. Donc lundi 22h. Moi aussi, c'est l'occasion exactement. Lundi 22h, il y a du Doc Rivers, il y a du Kevin Willis jeune, et ça c'est pas rien quand même parce que Kevin Willis, c'est comme Morgan Freeman, il avait 73 ans, c'était Maître Yoda mais sous stéroïdes en NBA, et du coup quand même là voir du Kevin Willis jeune, un très bon Doc Rivers aussi, et tous les Celtics au top évidemment. Les Celtics, évidemment. Bonjour Kevin McHale. Pas mal, ouais, je connaissais pas. Je découvre ce mec là, incroyable.
Demain, messieurs, vous savez, c'est la sortie du nouvel opus de Offense. On s'est posé la question autour de Manu Moine, Tom Servino et de Héloïse Kahn, savoir si la F1 est-elle surcotée. Théo, la F1 est-elle surcotée? J'ai absolument aucun avis, je suis Très bien, hyper nul dans et c'est tous les pour autres ça qu'on sports, t'invite enfin, au First Day Show et pas dans Offense. Voilà. Exactement. Donc demain, nouvel opus donc autour de cette émission Offense. On est ravis vraiment de vous offrir ça. Ça se passe sur la chaîne YouTube Offense, c'est l'émission donc la Formule 1 sport surcoté. Évidemment, Manu Moine a défendu son sport plutôt de fort Ne belle vous manière. énervez pas, il y a une émission d'une heure quand même, hein, Oui, voilà, comme c'est- toujours. C'est un titre évidemment pour attirer les gens et puis on a passé 1 heure, vous vous rendez bien compte qu'on a mis des arguments sur la table pour et contre et surtout on a eu envie de rendre hommage à un sport un peu particulier. Qu'est-ce qu'on avait comme autre annonce? Oui, le 28 décembre, All-Star Game français à l'Accor Arena. Vous le savez, c'est l'une des belles fêtes chaque année du basket français. Vous le voyez, ça se passera donc encore le 28 décembre. Du côté de l'Accor Arena, ça sera commenté par Stephen Brun et moi-même. On a encore la chance de faire partie donc, des gens qui vont commenter cet événement. On se régale à chaque fois. C'est à guichet fermé. Et on avait quelques petites annonces à vous faire. D'abord, restez bien sur nos réseaux sociaux parce qu'il y aura des places à gagner pour le 28 décembre. Donc, si vous voulez participer avec nous à cette belle fête, soyez bien sur nos réseaux sociaux dans les jours qui arrivent. On va faire quelques petites annonces. Il y a notamment les coachs qui sont sortis cette semaine. Vous allez voir côté français, on a David Morabito, le copain qu'on avait croisé à la Coupe du Monde en Suisse. Donc, le coach de Blois, ancien joueur évidemment, avec Pierrick Poupé, leader donc de Pro A, Francisco Tabellini et Lamine Kébé, donc le coach du Paris Basketball et le coach d'Orléans Loiret, donc qui seront eux les coachs du All-Star Monde, concours de dunk. Vous savez qu'il y a encore concours de dunk. Regarde, on va retrouver notre ami Njok l'année dernière, Elvin Njok qui avait fait le concours, Shannon Boggs, lui j'ai très envie de voir, bien juteux, Shannon Boggs, Gabe Brown et Joshua, j'arrive pas trop à lire de là, Ududje. Donc de Saint-Chamond, qu'on va découvrir, parce que là, pour le coup, la Lily 2, je suis pas allé jusqu'à là. On enchaîne avec le concours à 3 points, toujours très attendu, avec 2 joueurs du Mans, Johnny Berana-Mesquel, qui avait gagné il y a 2 ans, Trevor Hudgens du Mans aussi, qui a gagné l'année dernière, Sébastien Herrera, le pistolero chilien, et Anthony Labanca, qui enfin va avoir sa chance, lui, l'une des plus fines lames du championnat. On enchaîne avec l'événement un petit peu aussi depuis l'année dernière, c'est ce Skill Challenge qui se termine avec une finale en 1 contre 1, et le casting, il n'y a que du lourd. Nadir Ifi, évidemment, ça va vite, et c'est des forts joueurs de 1 contre 1. Marcus Keane, on ne le présente plus, de retour à la SIG Strasbourg et qui fait des merveilles en Alsace. Clarence Nadolny, qui découvre la proie cette année, qui arrive de Rouen. C'est une petite bombe athlétique. Ceux qui ne le connaissent pas, soyez bien sur le Skill Challenge. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. Et puis Elio Kobo, qui avait perdu l'année dernière en finale face à TJ Short. Est-ce qu'on présente encore Elio Kobo sur le 1 contre 1? Pas vraiment. Vraiment, donc il y aura d'abord les demi-finales sur du pur Skill Challenge, du dribble, de la passe et du tir, et ça finira en finale avec du 1 contre 1. Vous avez un petit favori, messieurs, pour le Skill Challenge? Ouais, j'aurais dit Nadir, comme ça. Allez, Nadir, soyons franco-français. Bon, quoi qu'il arrive, on veut une belle finale. L'année dernière, tu parlais de cet affrontement entre TJ Shorts et Elio Kobo. On se souvient à quel point ils étaient essoufflés, à quel point ils avaient joué le jeu aussi. Ça a donné des highlights très cool et une vraie célébration du meneur parisien à l'époque. Donc moi, c'est vraiment, là où je peux le dire, hein, c'est l'événement pour moi, c'est le concours que j'attends le plus. Et d'habitude, c'est le concours à 3 points. Les dunks, j'ai passé 35 ans, donc c'est pas ça. Alors les 1 contre 1, c'est mon délire. Ah, Voilà. moi, le dunk, j'ai eu mon brevet, donc c'est bon pour moi. Mais en fait, c'est très cool. Puis les 2 derniers concours de dunk, quand même, ont été plutôt Ouais, cool. c'est super. Plutôt Bon, cool. ouais, T'as un tu connais. favori, toi, Théo, là-dessus? Bah, instinctivement, j'aurais dit Nadir aussi. Je trouve tellement insaisissable que c'est pas cadeau. Après, sur du 1 contre 1 pur, alors on sait que Nadir, il peut mettre 3 step back, merci, bonsoir, au revoir. Mais sur du handle, quand même, pur et dur de 1 contre 1, je suis curieux de voir Nadir là-dessus aussi. Ouais, t'es inquiet là-dessus? Pas inquiet, mais on a des profils assez différents, Oui, tout à fait. cependant. Donc ça va être très intéressant. C'était un plus grand Voilà. avec un plus petit, c'est TJ Shorts qui avait gagné quand même. Rendez-vous le 28 décembre, évidemment, on va se régaler encore une fois pour cette belle fête du basket français. Dernière petite annonce, on va faire un petit clin d'œil au copain Jérémy, puisqu'il y a la Hoops Dream, c'est l'expo Passage du Cheval Blanc à Paris, et pour tous les fans de basket, faut pas hésiter à y aller, c'est magnifique. Ouais, absolument, l'entrée est libre, donc allez-y, c'est gratuit, et c'est l'occasion de voir la culture autour du basket mise à l'honneur. Tout le monde y passe, nous aussi on va y aller ce week-end, donc on espère vous croiser là-bas. C'est important d'aller soutenir ceux qui font bouger le basket en France. Voilà, Exactement. quel que soit l'endroit, on est à Paris là pour le coup, mais si vous avez d'ailleurs des expos un peu partout en France, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer, on sera content de diffuser tout ça. T'es allé faire un tour, Théo, à ça? Je suis pas encore allé, mais à chaque fois, les expositions de Jérémy sont top, donc je pense que ça va être vraiment cool. Allez, allez-y, donnez de la force à Jérémy.
Jérémy, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, que les gens qui font des émissions, il y a aussi plein de gens qui font plein de choses autour du basket et qui sont passionnés de la balle orange. Le sommaire de l'émission, comme d'habitude, quelques news avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On parlera notamment d'un petit Français qui nous régale. Le débat, on ira complètement sur la NBA Cup, notamment se concentrer sur la conférence Ouest et les previews des demi-finales. Il y a de très très belles affiches. On finira avec une palette sur LeBron James et des gestions de matchs assez différentes, mais qui marchent à chaque fois. Et puis on terminera avec le quiz où je ne dis plus rien parce que je suis dramatique. Tu en as gagné, toi, de quiz? T'as gagné la fois t'es venu. Non, cette année, j'ai pas gagné. T'as pas gagné? T'as pas gagné la fois t'es venu? C'est Tom qui avait pris. Ah, ok. T'es aussi nul que moi, alors. Très bien. Seulement que toi, t'es là une fois par mois. Horrible. Allez, tout de suite, on va dans les news. On commence les news avec une nouvelle blessure. Cette fois-ci, ça se passe du côté des Mavs. Et c'est un joueur qui est souvent sujet aux blessures. C'est Dereck Lively, out pour la saison, douleur au pied. Et on vous laisse cette stat de 148 matchs sur 246, déjà raté pour le pivot des Mavs. Thomas, c'est jamais des bonnes nouvelles pour des jeunes joueurs comme ça, qui enchaînent des blessures. Bah, surtout quand tu es un pivot de 2m15 et on sait à quel point c'est difficile d'arriver à maturité physiquement et mentalement pour des joueurs comme ça. Il a montré tellement de belles promesses lors de sa saison rookie. Vous vous souvenez, dans le run de playoff, il avait été excellent. L'année dernière, il avait été déjà blessé. Là, donc, sa saison va s'arrêter après 7 matchs. Et dans ce marasme des Mavs, tu sais, c'est une mauvaise nouvelle de plus. Et le problème, c'est que c'est un gars qui a un très fort potentiel et qui va devoir régler ses problèmes de blessure s'il veut pas gâcher sa carrière. Alors, c'est peut-être un peu prématuré de dire ça, mais au vu du nombre de matchs manqués en aussi peu de temps, on peut avoir des inquiétudes. On peut déjà dire qu'il est injury prone, hein. Ah bah, clairement. Ouais, carrément, c'est hyper dommage parce que ce que tu disais, sa saison rookie était tellement exceptionnelle que on le voyait se développer, on attendait de voir la suite et en même temps, je préfère que les Mavs l'arrêtent tout de suite, qu'il se fasse opérer dès maintenant. La saison, de toute façon, elle sert à rien pour Dallas. Et ce que j'espère par contre, c'est que ça lui permettra vraiment de régler ce problème au pied récurrent et qu'ensuite il puisse reprendre le cours de sa saison. Je pense que ça aurait pas eu de sens de continuer à le faire jouer par-ci par-là, qu'il fasse des allers-retours. Là au moins, il se fait opérer maintenant, il a toute une saison pour revenir et j'espère que ce sera la bonne. Et pour les problèmes de pied, jamais bon signe. Ça nous fait penser à Yao. Bah, bien sûr, on va lui souhaiter de faire plus de cette saison comme Yao. Hein. Je vous trouve très sévère avec Dallas cette saison, elle sert à rien. Ils sont remontés à la 11e place. Je trouve qu'ils ont mis un petit peu d'ordre avec notamment en replaçant Cooper Flagg. Ils ont la petite invention de joueurs avec sur les postes de meneur avec Williams et Nembhard. Moi, je les vois pour le coup aller au moins en play-in. D'accord, si Anthony Davis reste et que c'est l'effectif qui va au bout de la saison. Justement, est-ce que cette blessure-là de Lively, ça peut remettre un petit peu en question? On sait que Gafford et Anthony Davis sont sur le marché des transferts, c'est ce que laisse entendre le front office des Mavs. Est-ce que cette blessure de Lively pour la saison, ça peut faire repenser les choses différemment? Je suis pas sûr. Tu parles de play-in. Moi, je suis pas sûr que Dallas ait intérêt à faire le play-in, honnêtement. Je pense qu'ils ont intérêt à du tankage fort, alors. À prendre leur pic. Donc, c'est intéressant parce que ça leur permet, on peut voir que Cooper Flagg fait une bonne saison rookie. Ça leur permet de trouver des automatismes. Moi, je serais pas du tout surpris qu'à un moment, s'ils sont trop bien partis, les joueurs commencent à être mis au repos, etc. Parce que je vois pas vraiment l'intérêt que Dallas aurait à aller chercher une place au play-in, alors que là, c'est leur dernier pic de draft avant un bon moment, donc je pense qu'il vaudrait mieux rentabiliser. C'est pas faux, Anthony Davis doit partir pour t'offrir un avenir à la draft. C'est pas faux, mais la réalité c'est que cette équipe va un peu mieux quand même par rapport à son début de carrière. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Anthony Davis est là, joue et fait plutôt des bons matchs. Il y a un mec qui s'appelle Kyrie Irving qui doit revenir. C'est pas simple de tanker avec du matos comme ça. C'est une question qu'on peut se poser. T'as raison. En tout cas, la direction prise par les Mavs, c'est a priori de mettre tout le monde sur le marché. Donc si tu mets les gens sur le marché, c'est pour monter des trades ici à trade deadline. Rassure-moi. Ah oui, complètement. Donc moi je me projette plutôt là-dessus, plutôt qu'il y a une remontée fantastique dans le classement. Surtout qu'on sait qu'il y a une classe de draft qui arrive très élevée. Oui, bien sûr. Et pour Anthony Davis, vous avez vu les rumeurs, on parlait des Raptors entre autres, il y a pas mal d'équipes. Il y a 3 équipes, il n'y a aucune équipe qui me fait battre mon cœur. Anthony Davis est fini aux Raptors et on n'a rien contre nos amis canadiens, mais le downgrade, il est violent. Karma, oui. Karma, il a rien fait à personne, en fait. Qu'est-ce qu'on en sait, ça? T'as des dossiers? J'ai des dossiers. Allez, on enchaîne avec j'allais dire un autre rookie, non, on dirait que il est plus rookie, avec un autre intérieur qui, lui, n'est pas blessé. C'est Derrick Queen, le joueur des Pelicans, qui avait une vraie sensation cette saison. Et il y a son GM, Joe Dumars, qui nous explique pourquoi il est allé et comment il est allé choisir notamment Derrick Queen, pourquoi il croit en lui. La plupart des histoires NBA tournent autour des choix de draft. Et moi, j'essaie de construire une identité ici avec de très bons jeunes. J'ai dû abandonner certains choix de draft pour y parvenir. Je sais que nous avons payé le prix fort, donc le premier tour de la draft 2026, où il devrait quelque part être haut dans la loterie. Tu confirmes? Mais nous ne sommes pas mécontents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Franchement,
Alors, on peut comprendre parce qu'ils ont drafté clairement quelqu'un qui a un très fort potentiel, un gars qui, après 20 matchs de NBA, fait un triple-double en 30-10-10. On voit tous les qualités hors normes du mec, le IQ du basket. Enfin, c'est un bête de joueur, il n'y a pas de doute. Maintenant, il va pas remettre en cause le très mauvais choix qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, de monter de 10 places et de lâcher leur choix de draft pour l'année prochaine sans protection. Ça n'a pas de sens au vu du fait d'être dans le... Oui, sans protection. Toujours se protéger. Tout à fait, sortez couvert, Voilà. L'adage dit ça. Voilà. Donc, le problème, c'est que si les Pelicans n'étaient pas dans les 5 pires équipes de la NBA, on n'en parlerait pas. Là, c'est un mec qui se protège, qui protège son mauvais choix de l'année dernière. Encore une fois, ils ont drafté un bête de mec. Donc, soit Derrick Queen devient un multiple All-Star, ce qu'on leur souhaite, soit c'est un très mauvais choix. En gros, c'est aussi simple que ça. Théo, on se souvient de l'époque où il y avait les enfants de Steph Curry. On a l'impression qu'avec Derrick Queen, il y a comme il s'appelle évidemment Şengün. On est sur des enfants maintenant de Jokic. Le chinois de Portland aussi. On est sur des enfants de Jokic, de plus en plus on en voit. T'as raison avec le chinois de Portland. Ouais, c'est ça, et c'est effectivement ce qui est intéressant dans le profil de Derrick Queen, c'est sa capacité à pouvoir passer, à pouvoir orienter le jeu. Parce que si t'enlèves ça, c'est quand même un intérieur qui me fait plus penser à Zibo qu'à autre chose. Donc c'est compliqué quand t'as pas de tir, tu représentes pas une menace extérieure, de miser autant sur un joueur. Maintenant, il faut remettre aussi en contexte. Il fait une super saison rookie. Moi, je le trouve très talentueux. Les Pelicans, c'est une équipe qui est catastrophique. Donc entre ça et Jokic, le monde il est monstrueux. Et les enfants. Et on sait que tout le monde ne reconnaît pas ses enfants. Attention. Mais par rapport à la déclaration de Joe Dumars, c'est ce que tu disais. Il essaie de sauver un petit peu la face, mais ça, je pense pas que ça excuse même les bonnes performances de Derrick Queen. C'est pas une excuse par rapport à l'asset monstrueux qu'ils ont lâché. Il va falloir qu'ils soient multiples stars pour ça. C'est du sens. Donc on verra dans des années. Quand on va voir qui vont récupérer avec ce oui, c'était le premier choix de draft avec ça. Bon choix, ok. Après, on revient à attendre le micro à Joe Dumars. Alors, Joe Par contre, ce qui me fait kiffer, c'est qu'il a graillé tous les mecs sur son poste. Tu vois, Yves Missi a été... montré un potentiel intéressant l'année dernière. Il est clairement derrière lui. Alors évidemment, il a profité de certaines blessures et tout, mais il s'est déjà installé après 20 matchs de NBA comme le titulaire, certes d'une mauvaise équipe, mais avec des qualités et des perspectives qui peuvent dire, mais en fait, ça peut être peut-être le ou l'un des meilleurs joueurs fiables des Pelicans dans quelques années. Installation, perspective, progrès, ça me fait penser à un certain Français du côté des Kings, Maxime Reynaud. Et donc on va faire ce tableau, on va regarder ce tableau, vous allez voir, Maxime Reynaud en ce moment est en pleine bourre du côté des Kings, il profite d'une situation un petit peu sombre, ou brumeuse, pour faire des stats, regardez en tant que titulaire sur les 5 derniers matchs. Théo, les stats de Maxime Reynaud, c'est très solide, c'est un joueur NBA sérieux. Bah complètement. Moi, je suis ravi pour lui en fait, parce qu'il a eu l'opportunité qui s'est offerte à lui. Il a su la saisir, et je suis pas si surpris en fait quand on connaît un petit peu ses qualités et sa tête bien faite, qu'il soit capable de saisir ce qui se passe. Je pense que sa compréhension des choses est probablement son plus grand atout en dehors de ses qualités de basketteur. Et par contre, ça fait plaisir de voir que l'opportunité s'est présentée. Il l'a tout de suite saisi. Et ouais, ça, je pense qu'il marque des points vraiment dans la tête de son club et peut-être d'autres observateurs. Et de son GM aussi, de son GM qui a déclaré donc il grandit devant nos yeux. Dans notre malchance avec la blessure de Domantas Sabonis, c'est une chance pour lui qui lui permet de jouer plus tôt dans la saison. Il a saisi cette opportunité et c'est ce qu'on veut chez un jeune joueur. Il s'améliore match après match. En fait, c'est l'histoire de l'NBA, c'est qu'à un moment donné, t'es peut-être pas prévu pour jouer autant. Il y a une blessure, joue. Et il faut saisir sa chance. Ouais, absolument. De toute façon, on connaît les qualités de Maxime. Elles sont indéniables. C'est un bête de basketteur. Il est adroit. Il est très grand. Et c'est toujours très surprenant de le voir avec des belles épaules. C'est les mecs quand même qui sont restés longtemps à la fac, donc ils arrivent plus près physiquement que d'autres. Il faut profiter. Quand t'as un All-Star face à toi, évidemment, personne ne pouvait penser que Maxime Reynaud allait prendre la place de Sabonis. Mais tu profites d'un mec qui est très souvent blessé et qui est absent dans cette saison. Donc tant mieux pour lui. Il s'installe et il va continuer à progresser. Parce que, on le disait pour Queen tout à l'heure, 20 matchs de NBA, c'est absolument rien. C'est un échantillon tellement court. Rien que de finir la saison avec les histoires des voyages, la compréhension des adversaires, ce qu'on a beaucoup dit pour Victor il y a quelques années, Maxime va devenir un vrai bon joueur de NBA. Je sais pas si ce sera un titulaire, mais en tout cas, il montre aujourd'hui aussi, t'as raison, tu vois, on parlait de perspective et de potentiel, lui aussi, il en montre.
Maxime Reynaud, qu'on devrait avoir lundi dans la libre antenne. On vous l'annonce en exclusivité dans le First Day Show. On essaie de tout faire pour l'avoir lundi et ça sent plutôt bon. Donc soyez bien avec nous lundi 20h dans le Big Monday, dans la libre antenne. Donc on devrait avoir Maxime Reynaud en direct. Alors je vais pas dire de Sacramento parce que j'ai pas le schedule du Kings, peu importe, mais on l'aura en tout cas. C'est bien en tout cas que comme ça on voit moins Drew Eubanks sur le terrain, comme il y a Maxime Reynaud. C'est toujours une bonne nouvelle ça. Voilà. Drew Eubanks, il pourrait dépanner en N2, Drew Eubanks quand même. En meneur de jeu par contre. Justement, quand on voit des jeunes comme ça qui répondent présent, on met titulaire, des bonnes stats, un bon team player aussi, mais des écrans pour les joueurs en place. Enfin, c'est vraiment un joueur qui rend le collectif meilleur. Est-ce qu'on n'a pas envie de se poser des questions pour les Kings et de se dire, allez, on a des jeunes sur qui on peut construire et tous les anciens avec des gros contrats, on va le voir, on bazarde. En fait, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Théo et Thomas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on est les Kings? On fait tout exploser? Ben, c'est pas déjà ce qu'ils ont prévu. Ils sont tous sur le marché. C'est une équipe qui ne marche pas, qui ne marchera jamais, qui est montée à l'envers. Il y a pas besoin de comme nous d'être fan de NBA depuis 30 ans pour le savoir. C'est assez évident. Maintenant, il faut voir ce que tu auras en face, parce que le but c'est de, comme pour les Pelicans, s'acheter un avenir en fait via la draft ou via des jeunes joueurs qui devraient arriver. C'est pas simple de bouger un mec comme Zach LaVine qui a 30 ans et qui a autant d'oseille à donner encore par la future franchise. Donc c'est une question quand tu sais que t'es vendeur, c'est pas le moment de faire les bonnes affaires. C'est ça le problème. Ah oui, tout le monde est disponible. D'accord, mais maintenant comment on fait? Ça veut dire, ça en dit long, Théo, en général. Quand on dit brader, ça veut dire. Prenez qui vous voulez. Ils vont prendre l'instant d'Alil et puis ils vont faire une bonne braderie. Voilà. C'est exactement ça. Et t'as dit s'acheter un avenir. C'est ça. Et en fait, moi, ce que j'espère pour les fans des Kings, c'est que cette fois, le propriétaire Anadi va vraiment comprendre que ça va pas être en un claquement de doigts et qu'ils vont devoir passer par des moments sombres, des années galères et qui vont se reconstruire de la bonne manière parce que cette équipe, tu l'as dit, montée à l'envers. Mais trade après trade, on disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? Dans quel état d'esprit il faut être pour penser que cette équipe elle va pouvoir fonctionner comme ça? Ils ont laissé partir leurs deux meilleurs assets, De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Donc ils ont vraiment pris les choses par le mauvais bout. Là, il faut avoir la patience et l'humilité de comprendre qu'il va falloir du temps et qu'il faut se reconstruire sur le long terme. Elle est loin, c'est le playoff. Elle est loin. Mais c'est terrible. Elle est loin. Ça fait quoi, 15 ans qu'on fait des émissions ensemble, Thomas? Ça fait combien de fois qu'on dit ça sur les Kings? On a dit sur une saison des choses positives sur les Kings en 15 ans. Voilà. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc c'est triste, mais tu dois avoir une vision. Et tout le monde doit être dans le même sens, tu vois, sur la même voie. C'est ça, ils ont besoin de ça, d'avoir un vrai capitaine. Alors, je dis pas que Monte McNair, c'est ça, n'est pas un bon capitaine. Il a fait des choix qui ont payé parce qu'ils sont retournés en play-off. Mais le problème, c'est que sur le suivi et la construction de la franchise, on a l'impression que rien n'a changé. Donc, d'où ça vient? Peut-être du propriétaire. En tout cas, chez les Kings, tout n'est pas noir. Il y a quelques bons jeunes, on l'a vu avec Maxime Reynaud. Il y a un bon coach aussi. On aime bien ce que fait Doug Christie, le rapport qu'il a avec les joueurs. Il semble en tout cas être écouté et respecté par les joueurs, et c'est pas toujours le cas aussi d'installer un coach. Maintenant, on verra quand il y aura d'autres ambitions aussi côté Kings. On a fait le tour des news, on va se plonger dans la NBA Cup côté Conférence Ouest et preview des futures demi-finales. On va pas revenir sur les matchs qui ont eu lieu la veille donc dans la conférence Est. Si vous voulez avoir nos avis sur ces deux demi-finales-là, donc c'était New York, Toronto et Miami, Orlando, vous allez voir le clutch de cette semaine du mercredi. On est revenu sur ces deux matchs-là. Vous savez, clutch, c'est tous les vendredis et les mercredis de 17h à 18h. Messieurs, hier soir, donc, on va d'abord voir le bracket, parce qu'il y a eu des résultats hier soir dans la conférence Ouest. Douloureux bracket, je veux pas te mentir. Ça dépend pour qui. Bah, moi, en tout cas, on a deux très belles demi-finales. On reviendra un petit peu plus tard, donc, sur ces previews des demi-finales. On va commencer d'abord par le match le plus chaud hier soir. C'était OKC face aux Suns. Voilà. 138-89, merci, bonsoir. Avec un très bon chez Gilgeous-Alexander. T'embête pas, ils sont tous très bons. Qui a pas joué du quatrième quart-temps, as usual. Pour moi, il y a deux actions qui symbolisent cette rencontre-là. La première attaque des Suns. Kayson Wallace, boum, interception layup. Et la dernière action de la mi-temps pour passer à plus 26 avec une action où on se fait 3-4 passes, tir ouvert de Williams pour mettre plus 26 à la mi-temps. Et Grayson Allen, c'est pas une action aussi dans le truc de. En fait, on peut rien faire. Oui, on est démunis, tu sais. Certes, mais là, je vais sur du basket, mais après, il y a tout l'énervement côté Suns qui se disent, mais en fait, limite, faut déclencher bagarre générale. Honnêtement, c'est une équipe de Terminator, le Thunder. Et hier, on l'a encore vu avec cette gestion, cette domination. En fait, c'est Sarah Connor, en fait, dès qu'ils arrivent à l'entre-deux. Sarah Connor, hop, allez, ça joue. Oui, tout à fait. Écoute, on sait qu'ils sont plus forts que tout le monde. Il n'y a pas de doute. Et à chaque fois qu'on leur
on leur soumet un challenge, parce que c'est les Suns sans Devin Booker, et ben ils explosent complètement les attentes. Tu gagnes de plus de 50 points. C'est la pire défaite dans l'histoire de la franchise des Suns, qui est une franchise historique de NBA. Ça en dit long sur l'écart qu'il y a avec toutes les autres équipes. Ils ont été ultra dominants du début à la fin, avec toutes leurs qualités. C'est un rouleau compresseur, comme tu disais. Et quand je vois cette équipe des Suns qui ont été capables de faire des coups ici ou là, hier on se pose la question dans le clutch. Est-ce qu'ils peuvent faire un exploit? Comment ils peuvent faire? Bon, je regarde le score à la mi-temps, ils sont à plus 30. Bon, bah, il y a rien à dire, il y a rien à faire. Bon, on se serre la main, et puis allez, ciao, bon dimanche. En fait, ils font pas le même sport que les autres. En tout cas, pas que ces Suns-là d'hier. Ouais, c'est exactement ça. Je suis tombé cette semaine par hasard en scrollant sur Instagram sur un réel d'une machine à concasser. Au début, ils jettent les ouvriers mettent des trucs de plus en plus gros au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, ils jettent carrément un vélo entier et la machine à bourre à tout. Moi, c'est cette impression-là que j'ai avec OKC. C'est une machine à concasser. Tu m'enverras le compte Insta, s'il te plaît. Avec plaisir. Mais non, c'est impressionnant parce que c'est l'aisance, la facilité. Tu regardes les stats de Shai, il a même pas besoin de jouer les 4e quart-temps. Tu dis, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, t'as l'impression presque que c'est un match de brassage en jeune où t'as une équipe qui est 15 fois au-dessus d'une autre, et à la fin, t'as beau faire sortir tes titulaires et dire à tes défenseurs, non, mais on fait plus presse maintenant, ils creusent quand même toujours l'écart. C'est juste monstrueux. Très rapidement, il y a 20 points. Alors, à la fin du premier quart, il n'y a pas 20 points, mais dans le premier quart-temps, il y a déjà 20 points d'écart. Il y a eu cette sensation-là, quand même, de dire que le match, il a duré 4 minutes. Mais comme le match contre les Lakers il y a quelques temps, là, en fait, tu dis, au début du deuxième quart-temps, en fait, il y a déjà plus de match. Et là, contre les Suns, c'est vraiment ça. Il y a un premier quart-temps, bon, bah, en fait, on peut s'arrêter là. Le reste, c'est pour l'histoire. On a quand même, pour rigoler, regardé les plus-minus des deux équipes. En fait, c'est risible, tellement c'est ridicule. Je vais vous les redonner. On disait Dylan Brooks joue 26 minutes. Bon, moins 47. Moins 47 de plus-minus. Grayson Allen, 20 minutes, il se fait expulser. Moins 41 de plus-minus. Non, mais à un moment donné, c'est... Même pour des joueurs NBA qui ont toujours eu l'habitude d'être dans les forces d'équipe, d'être le meilleur joueur, tu te retrouves à jouer des matchs comme ça limite pas de sens par rapport à ce qu'on a en tête. Pareil pour Shai, etc. Il joue 25 minutes, il a plus 40 de plus-minus. C'est des stats qui n'ont pas de sens dans un match qui compte. C'est pas juste un match de saison régulière et tout ça, c'est un quart de finale de NBA Cup, il y a une qualification pour une demi-finale à Las Vegas, t'es démuni, tu restes quand même une bonne équipe, tu n'existes pas, ça doit être terrible. J'imagine dans le vestiaire après, ça devait être, pour Jordan Hutt là, ça devait être, voilà. Hein, il y en a un qui a été très bon et encore une fois qui fait une très bonne saison et qui devrait aller au All-Star Game, c'est Chet Holmgren, et son duo avec Shai Gilgeous-Alexander est tout simplement inarrêtable. Regardez les stats hier, alors on sait que Jalen Williams est revenu, il a mis 15 points hier, il a été bon, mais le duo qui nous a sauté aux yeux sur ce match-là, c'est ces deux-là, Chet Holmgren, 4 sur 4 à 3 points. Dès le début du match, il a trouvé de l'adresse et puis on le voit derrière dans le jeu sans ballon, dans l'attaque de 1 contre 1. Il fait vraiment une saison de Chet Holmgren. All-Star. En fait, il a été un petit peu blessé au début, enfin beaucoup blessé au début, l'année dernière aussi. Mais là, on est en train de découvrir en fait le joueur dont on fantasmait en high school. Ouais, et c'est pour ça que la blessure ou l'absence de Jalen Williams sur le début de saison, quelque part, je pense que c'était un mal pour un bien pour OKC, parce que lui, ça lui a permis tout de suite d'être plus responsabilisé encore et de pouvoir pas simplement développer son jeu, parce que ça, je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qu'il avait déjà travaillé et qu'il savait faire. Mais là, maintenant, il a la répétition de ces choses-là et t'as l'intelligence de cette équipe où j'ai l'impression que de toute façon, même venu en play-off, ils n'ont pas besoin de forcer. Si un mec qui est chaud, ils vont servir le mec qui est chaud. Et j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit extrêmement bien. Et ça c'est trop flippant. C'est hyper flippant pour le reste de la ligue quand tu vois la jeunesse de cette équipe. Dans la gestion des émotions, on sait aussi que les grandes équipes, pour les gagner, il y a la gestion de l'émotion. On se souvient par exemple de Memphis avec Ja Morant quand ça marchait très bien, qu'ils étaient premier, deuxième à l'Ouest. Ce qui les a tués, c'est la gestion de l'émotion. Eux, c'est des robots. Hier, il y a un coup de Grayson Allen. On voit, je sais pas si vous avez vu sur Instagram encore, la réaction de Shai, c'est là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? En fait, ça c'est très drôle. Voilà, ça s'arrête. Jamais ils ne rentrent. Alors, ils viennent, ils s'interposent. C'est pas quand même des mecs qui reculent. Il y a Lou Dort dans l'équipe. Voilà, il y a Lou Dort. Non, mais même Lou Dort, c'est un gentil, en fait. Mais il fait barrage. Voilà, ils font barrage, on est là, on recule pas, mais jamais ils répondent par un geste. Il y a jamais un geste. Mais ça, c'est parce que quand t'es plus fort. Franchement, faut dire la vérité. On a, alors, rien à voir, mais ça me fait penser à un truc que j'entendais souvent à l'époque des experts en handball. Il y avait un truc qui se dégageait collectivement de l'équipe, donc ça a apporté de la frustration de l'adversaire et un espèce de truc, les arbitres les arrangent. Mais ça, c'est parce que il y a un écart avec les autres équipes. Et OKC aujourd'hui, exactement la même chose. Ça se traduit par Grayson Allen qui met un coup qui n'a aucun sens. On le voit le coup là. Voilà, on remet un coup que ça n'a aucun sens, ça passe sa place sur un terrain de basket. Grayson Allen est coutumier du fait. Bref. Mais tu vois, tu peux avoir dans une équipe, même quand tu domines, un mec à sang chaud, qui court, qui vient faire un front. Ils ont pas ça. Il y a pas un fou dans leur équipe. Ouais, tant
tant mieux. Non, mais tu tant vois, mieux, je veux dire, oui. mais c'est pour ça que ce qui les rend- c'est ce qui les rend c'est des prédateurs, quoi. C'est tu une, vois, c'est une équipe jeune et qui est tellement... Enfin, on dirait une équipe dans le comportement. Je parle de vieux briscards, tu sais, qui s'énervent un peu, pas, un peu, ouais. qui est toujours très sûr de leur force. Après, Mais- alors c'est que c'est une équipe très jeune. Oui, mais moi, mon truc, c'est que quand t'es très, très au-dessus, c'est facile. Après, je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'être au-dessus, donc... Oui, mais là, on le voit. c'est pour ça que j'étais beaucoup dans l'émotion. C'est vrai. Mais quand t'es vraiment au-dessus, t'as pas besoin de t'énerver. Bah oui, non, mais c'est- Donc, mais c'est à là, souligner, c'est à souligner. T'as raison, on l'a souligné, mais on verra quand l'adversaire sera à leur niveau, s'il y a une équipe qui est capable de l'être. Et d'ailleurs, la NBA Cup nous montrera s'il y a vraiment un écart avec toutes les autres Bon, équipes. en tout cas, ils sont à 24 victoires. Tu voulais rajouter un truc Ouais, j'allais rajouter un truc sur ce que tu disais, le flegme. Effectivement, je le trouve impressionnant parce que même en conférence de presse d'après-match, t'as Jalen Williams qui disait bah oui, il y a eu ce truc-là. Moi, j'y suis allé pour montrer à mon gars Chet que je suis là. Mais de toute façon, en NBA, personne se tape. Mais tu sais, il y avait une espèce de détachement total et effectivement, pas qui de est si blaire, simple. pas de Non. posture. Non. Exactement. Ou oh, ça peut se finir sur le parking, attends, parce que là, c'est le terrain. Non, non. Heureusement que t'es pas dans l'équipe, alors, du coup. Non, ben non, non. Mais pourtant, j'ai fait les try-out. Allez, merci, merci, on va y aller. Ça fait 2 minutes, ouais, mais tu peux y aller. Il n'empêche que ça fait un départ historique encore pour le Thunder, 24 victoires, une défaite, et ça C'est fou. Et ça égalise le départ all-time des Golden State Warriors. Alors c'est pas tout à fait dans la même chronologie, il n'empêche qu'ils sont en 24-1 comme l'avaient fait les Warriors dans la dingue. saison 2015-2016. Honnêtement, c'est incroyable. Regardez la défense, regardez l'attaque. Hier, encore une fois, on a l'impression que c'est une défense de feu. En attaque, tout est huilé. Alors, je vais vous poser une question, mais vous n'allez pas y répondre parce que sinon on va faire 2 heures. Mais est-ce que cette équipe-là du Thunder peut battre le record mythique des 73-9 des Warriors? Ben, regardez chez Winamax, la cote, elle est plutôt pas mal, Thomas. Bah ouais, regarde, 3,75 donc pour aller chercher les 73 et égaler le record. Donc ce serait 74, un nouveau record. Écoute, ils sont à 24-1, c'est totalement terrible, c'est fou, c'est une dinguerie. Plus ça va, plus je me dis que bah faut y croire, quoi. Il faut y croire, donc de prendre cette cote, penser qu'ils vont perdre seulement 7 matchs sur les 55 ou 56 qui leur restent. Franchement, il faut y croire, il n'y a pas de raison. Ils ont eu des blessés, ils ont cruisé. L'année dernière, ils avaient des blessés, ils ont quand même fait une saison à 68 victoires. Bah, voilà, je pense que c'est le bon moment pour dire qu'ils vont le faire. Théo, t'y crois, toi? Ben, à ce stade, je crois que je serais plus étonné qu'il n'arrive pas à le faire plutôt qu'il ne le fasse. Parce que finalement, j'ai l'impression que même tu parles de blessures, à part Shai, j'ai l'impression qu'ils peuvent se passer de... Ils peuvent avoir vraiment une hécatombe. une hécatombe, mais bon, sinon, voilà, mais bon. j'ai On l'impression qu'ils rappelle ont que ce qu'il faut pour Hartenstein est continuer à blessé, voyager. ça se voit presque pas. Exactement. C'est la marge, en fait, moi, que je trouve impressionnante et que je trouve à ce stade... alors, c'est pas du tout le même jeu, hein, mais on en revient à cette image de machine à broyer. Je suis pas certain qu'on avait ce sentiment, tu vois, même les Warriors qui étaient exceptionnels. On se rappelle, il y a des matchs, ils ont dû revenir de très loin pour pouvoir finalement aller chercher la victoire. Et même les Bulls de 96, pardon. Bien sûr, on voyait pas on voyait pas tous les matchs, on n'avait pas autant d'infos. Mais je suis pas sûr qu'elle a dégagé cette même impression vraiment de machine à concasser où tu peux faire sortir tes stars à la fin du 3e quart-temps et de toute façon, tu as de la marge encore, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même des similitudes sur la domination quand même avec les Warriors, vraiment. Alors oui, ils ont dû employer certains matchs. Voilà, ils se sont fait attraper par Portland, le Thunder cette année, mais il y avait quand même des fois des matchs où on disait ah ouais, en fait, le match était plié dès le fameux 3e quart-temps. Ouais. Tu vois, donc C'était pas le même style d'équipe, peut-être que c'était dans ce sens-là, ouais. Exactement. Il y a peut-être sa différence, mais bon, après chacun. Mais l'impression en tout cas encore une fois de girobroyer son adversaire, je trouve que oui, elle est plus forte côté Thunder que les Warriors. Ils jouent un basket fantastique de passes, d'adresse. On se dit ouais, ils jouent trop bien en basket. Eux, ils jouent bien en basket, mais un peu moins bien dans le passing game en tout cas. Mais par contre défensivement, dans l'impression générale, on a l'impression que c'est des robots. Voilà. En fait, non, mais je te rejoins parce que dans le jeu des Warriors, il y avait plus la notion de prise de risque, je trouve. Donc, t'étais un peu plus sur la corde raide, en fait. Et effectivement, tout tombait dedans, le jeu était fantastique. Le Thunder, c'est ce que tu dis, c'est une machine. C'est vraiment une machine où tu les vois exécuter le plan de jeu à la perfection. Leur défense, elle est hermétique comme c'est pas permis. Donc, c'est là où je me dis, j'ai du plus de mal à me dire, tu vois, même un match sans adresse, ils peuvent aller chercher un match sans adresse, en fait. Skynet, en fait, c'est l'équipe. On va les rappeler comme ça, les Skynet Thunder. Si vous voulez jouer avec nous, avec notre partenaire Winamax, ça se passe comme ça, les amis. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket
carte Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Il y en a qui ne se sont pas amusés hier soir. Ce sont les Lakers à domicile face aux Spurs. Ils se sont fait attraper, nos amis des Lakers, 119-132 avec un Stephen Castle à 30, 10 et 6. Honnêtement, on a vu un premier quart-temps correct de la part des Lakers. Et puis derrière, dès le deuxième quart-temps, tout est parti à volo. Mais j'ai d'abord envie qu'on rende hommage aux Spurs qui, une nouvelle fois, alors qu'ils n'étaient pas favoris, ont rendu une copie collective de très haut niveau. Et sans Victor Wembanyama. C'est l'info. Il y avait ce doute autour de son retour. Ils avaient dit le 10, il n'était pas prêt. On verra si pour la demi, il jouera. Il était là, en tout cas, sur le banc, on l'a bien vu. Ah ouais, ils sont pas fous hein, sur Prime, t'as raison. J'ai vu une équipe mentalement solide et mature. C'est ça le ressenti de ce match. T'es à l'extérieur, t'es à Los Angeles, donc c'est toujours plus facile de se motiver. Maintenant, il faut faire le match. Ils sont solides à peu près partout, ils ont un bon banc, ils ont des gars quand même qui sont au-dessus dans la hiérarchie, donc je pense à De'Aaron Fox et Stephen Castle. Heureusement qu'il était blessé la semaine dernière, lui, hein, ça se voit pas du tout. Je les ai trouvés très bons, très sereins, ils font l'écart dans le deuxième quart-temps, et même si les Lakers ont des petits runs pour revenir, en fait, ils sont jamais en danger. Jamais en danger, il n'y a pas de money time, et en plus quand t'as Luka, quand t'as Austin Reeves et LeBron, tu dis qu'il y a un money time, ça peut tourner en leur faveur. Non, ils ont été très sérieux, de bout en bout, ils ont fait un vrai bon match de basket, sans trop en faire, donc bravo à eux, c'est la maturité que j'ai envie de souligner sur ce quart de finale pour aller découvrir la NBA Cup. C'est cool. Bah, je te rejoins complètement. Alors, c'est pas du tout au même niveau que le Thunder, mais dans l'attitude, il y a des choses quand même que je trouve un petit peu similaires dans ce côté pas se laisser désarçonner quoi qu'il arrive. Et toujours, en fait, ils relancent toujours, que ce soit en défense ou en attaque, ils vont toujours aller au mastic, ils vont toujours essayer de te mettre sur le reculoir. Et voilà, on sait que la plus grande force des Lakers, c'est son trio de créateurs. On sait aussi que c'est leur plus grande faiblesse parce que défensivement, il y en a forcément qui vont se faire attaquer. Et là, le plan de jeu, il était hyper clair de la part des Spurs et on a vu la différence là-dessus sur tenir les duels. Les Lakers, s'ils mettaient leur meilleur effectif sur le terrain, n'étaient pas en capacité de tenir, en tout cas sur ce match-là, tous les duels. Et ce qui va dans ton sens, c'est aussi à l'envie. Le nombre de paniers sur des relances et des 1 contre 0 des Spurs avec les autres qui sont en train de dormir, c'est aussi ça le basket. C'est profiter des faiblesses criantes pour le coup des Lakers, défensivement et sur le repli. Il faut les avoir comme ça. Ils ont respecté le game plan parfait de Bill Johnson. J'ai failli dire Popovich. JJ Redick est assez d'accord avec vous. Voilà ce qu'il a dit après le match. Il est pas fou. Ouais, défendre est sans doute notre plus grande difficulté actuellement. On ne provoque pas assez de turnover. Si notre adversaire shoot bien, on se retrouve en grande difficulté. Face à nous, les équipes appuient toujours au même endroit. Ça, elle est très intéressante, cette décla. Mais on va rester un petit peu sur les Spurs. Il y a un truc qu'on voit de plus en plus, et surtout depuis que Victor est blessé, et dans cette équipe se dessine un ADN, c'est des runs. Ils sont capables de mettre des runs, ils mettent des 10-0, des 12-0, des 16-2, et on l'avait déjà vu du côté de Denver, on l'a revu sur d'autres matchs, notamment quand ils vont gagner chez les Pelicans. C'est une équipe qui est capable sur 2-3 minutes de te mettre 10, 12, 13-0. Et ça, c'est une vraie force qu'ils ont, je trouve. Ça, c'est une force de bonne équipe. Ouais, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait des Warriors tout à l'heure, on parlait du Thunder, c'est exactement le ressenti qu'on a. C'est-à-dire, quand t'es à moins 10, tu fais un run, et quand t'es à peu près à égalité, tu fais un run et tu t'envoles. Et ben, c'est le match qu'ils ont produit hier. Et c'est produit par des mecs qui sont dans l'adresse. Harrison Barnes, Keldon Johnson, Devin Vassell. En fait, ils défendent, ils courent. Il y a des lay-ups grâce à Stephen Castle et Dylan Harper et Fox. Et puis tous les autres, là, ils sont en première intention, run and gun. J'ai une action en tête, là. Il y a un tir à 3 points dans la transition, rebond long pour Keldon Johnson, il a 45. Il se pose même pas de question de, hop, il envoie direct, il marque. Et ça leur donne, à un moment donné, un avantage de 24 points quand même. Sur la fin du deuxième quart-temps, ils plient le match. Ah, j'étais très énervé. Ils prennent un écart. Ils leur mettent un écart et les Lakers ne vont jamais revenir. Un mot quand même sur l'homme du match. De'Aaron Fox a fait une très bonne entame, mais l'homme du match est clairement Stephen Castle. On aime beaucoup l'association des deux, qui sont en poste 2 ou en poste 1. Stephen Castle domine 30 points, du rebond, 6 passes décisives, on le redit, des pourcentages fantastiques. Quand il est en phase avec son tir, il a toujours un peu de temps armé, mais peu importe, tant que ça tombe dedans. Dans l'NBA actuelle, c'est pas grave. On en parlait, Théo, toi, t'as fait un petit mea culpa sur Stephen Castle, tu croyais pas trop quand il a été drafté sur ses premiers matchs en tant que rookie. Aujourd'hui, t'es complètement conquis. Mais complètement. Comme je te le disais, moi, j'étais un petit peu sceptique au début, son début de saison rookie. Je me suis dit, il a le profil pour taper dans le mur. En fait, là, c'est pas la même. Tu peux pas simplement compenser par tes qualités athlétiques. Et je suis fan, en fait. J'adore le joueur, j'adore l'attitude. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu fais un gros plan sur sa tête, tu sais pas s'ils sont à plus 25, moins 25. Il est toujours déterminé. Et il a ce côté, je trouve, un petit peu, et c'est vrai de cette équipe des Spurs, où tu as l'impression quand ils sont sur le terrain,
Eux, ils pensent, non mais le ballon, c'est notre ballon en fait. Donc nous, on veut le ballon. Donc s'il y a un rebond, on va aller le chercher. S'il est au sol, on va aller le chercher. S'il est dans les mains de l'attaque adverse, on va aller le chercher. Et toujours cette volonté de prendre la balle et de la partager de l'autre côté du terrain. Et tu parlais de son tir. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, même s'il rate, il va continuer à prendre mais il va continuer à prendre les bons tirs en fait. Et tu sais, parfois t'as des shooters où tu sens qu'ils vont forcer pour se remettre en confiance. Moi, je trouve qu'il a plutôt la capable capacité de forcer. On l'a vu cette saison, être capable de forcer. Moins à 3 points, plutôt. Ouais, mais pas de forcer en tout cas, forcer les pardon. actions. Mais en fait, c'est un sophomore, donc il faut accepter ce degré au vu de ce qu'il apporte sur le reste en termes d'énergie. Hier, on se disait bon, a priori, c'est Stephen Castle qui va défendre sur Luka. Il défend sur Luka, il régale. Et ce qui, encore une fois, il marque beaucoup de paniers sur des remplis un peu cata des Lakers. Vous avez beaucoup d'actions où il est en 1 contre 1 dans la transition ou dans la contre-attaque face à Luka. Luka, il fait une faute ou deux au début, et après, il défend plus. Il met des lobes, gros, hop, je le dégage, hop, facile. Moi, c'est ça qui me bluffe avec lui. Et sa progression extérieure arrivera assez logiquement, mais sa capacité à pénétrer, lui et Dylan Harper. Hein. Ils ont quand même 2 mecs dans le franchissement, ils sont exceptionnels. Et c'est ma grande question d'ailleurs pour OKC sur la demi-finale, c'est est-ce que ces gars-là, avec De'Aaron Fox, vont être capables de franchir la défense du Thunder? Et ça va être passionnant à suivre. Calme-toi, on va en parler tout à l'heure. On va rester. On appelle une transition, regarde ça. Mais non, elle est beaucoup trop tôt. Moi, je vais en parler le cœur, je suis direct. Ah ben, je vais en parler. Je vais en parler avec Théo quand même. Je voulais te lancer sur Stephen Castle, qui est un très bon joueur de pick and roll aussi, qui a une palette autour du pick and roll pour mettre les joueurs dans le dos, les petits flotteurs, trouver ses grands aussi. Donc voilà, on adore. Les trois le font très bien d'ailleurs. Les trois le font très bien. Tu sais, on parlait des 3 créateurs pour les Lakers. Les 3 créateurs des Spurs sont excellents aussi. Je voulais vous parler du potentiel retour de Victor et de la dimension que peut avoir cette équipe-là. On le fera évidemment dans la preview. On va parler des Lakers. Et honnêtement, on en parlait, Thomas, en préparant l'émission. Il y a une espèce de petit épiphénomène dans le match qui se passe autour de Luka. Et ça change complètement la dynamique des Lakers. Il prend un coup de Kelly Olynyk au visage. Il y a faute. Elle est pas sifflée. Derrière, il replie pas. Il se tient la tête. Donc, ça fait encore une fois un sous-nombre sur le repli défensif. Ils prennent un panier. Derrière, il prend une faute technique. Alors oui, il va mettre 35 points. Oui, il va faire 8 passes. Oui, les pourcentages sont... Il fait un bon match. Il fait un bon match en stats. Ouais. Oui, en stats. Mais derrière, encore une fois, je trouve qu'il amène son équipe dans un faux rythme. Et face à des équipes qui ont la dalle, qui courent vite, qui sont dures, en fait, ça ne marche pas. Ce côté, je ralentis tout et je donne pas... Je sais pas comment le dire, hein, presque une bonne énergie. Il diffuse pas un truc cool, en fait, hier sur le match, je trouve, Luka Doncic. Bah sur le rythme, je te rejoins complètement parce que l'année où ils vont en finale, les moments où ils sont exceptionnels, c'est quand ils poussent, en fait. Quand ils poussent la balle avec des joueurs qui sont autour de lui, qui, eux, vont courir vite. Et puis, il a cette capacité, moi, que j'aime bien, par moment, à vraiment lâcher la balle si ça court devant lui. Et je pense que c'est pas dans son jeu naturellement, que c'est quelque chose sur laquelle il faut continuer d'insister et que le coaching staff doit continuer d'insister. Et c'est là-dessus qu'il peut être moteur. Et en fait, ce qu'on attend tous, je pense... quand on voit le talent du bonhomme, c'est que ces moments de frustration comme celui dont tu viens de parler, derrière il arrive à les transformer d'une autre manière en fait, qu'ils se servent de ça pour que ça soit qu'il y ait un entraînement qui soit positif plutôt que ce que tu disais, arrêter les efforts, continuer de se plaindre 2 minutes après la faute. Et c'est bon, on passe à autre chose. Surtout que là, j'ai l'impression que LeBron, quelque part, bon, il fait un très bon match hier, LeBron, mais qu'en fait, il emmène tout le monde avec lui, et à commencer par LeBron aussi. Il n'y a plus personne pour ramener un truc un petit peu positif. En fait, sur le match hier. Ouais, je sais, mais le début de match, bien sûr, le début de match va dans le sens de ce que dit Théo, c'est-à-dire qu'il y a des tirs en première intention, il y a un tir à 3 points, là, il passe à peu près, il a 10 points, et il est en première intention, il y a des sourires, il y a une bonne énergie. Le problème, c'est que tu fais pas un stop. Donc, on peut parler autant qu'on veut de leur attaque, il n'y a pas de souci. Les Lakers, l'année dernière, font une bonne saison régulière avec 50 victoires parce qu'ils ont une cohésion défensive. Et JJ Redick, son grand enjeu pour les futurs jeux de playoff, c'est d'avoir un corps défensif qui te permette de jouer sur demi-terrain parce qu'il a une équipe hors norme sur demi-terrain. Hier, ils font pas un stop. Ils encaissent combien 134 134 points. 132, ils sont à 70 points encaissés à la mi-temps. On peut parler autant qu'on veut de l'énergie. Et gros, tu peux pas gagner un match contre cette belle équipe des Spurs dans un quart de finale de NBA Cup si t'encaisses à domicile 132 points et 70 points à la mi-temps. Ils le défendent pas. Moi, j'ai quand même été très surpris. Alors, on sait que la qualité première des Lakers, c'est pas de défendre. Mais comme tu l'as dit, on peut collectivement compenser certaines choses. T'es à domicile. C'est une place pour aller donc au Final Four à Vegas de l'NBA Cup. Et t'encaisses 132 points. Mais oui, franchement, honnêtement, on le sait, cette équipe a des faiblesses. Ils ont 3 mecs qui défendent peu ou pas. Bon, voilà, dans le 5 majeur au moins, mais c'était 3 meilleurs joueurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'en sacrifies un? A priori, non. C'est comme ça que tu gagnes des matchs de saison régulière. On a vu le match contre OKC il y a quelques semaines.
écart abyssal d'intensité. Il n'y avait peut-être pas LeBron, mais en tout cas, écart abyssal de niveau entre les deux équipes. Match important hier, beaucoup d'attentes, une qualif pour retourner au Final Four NBA Cup. Tu proposes ce match-là sans énergie défensive, sans cohésion défensive, et Marcus Smart est là, et pour moi, il doit apporter ce truc-là. 8 paniers à 3 points, Marcus Smart. Mais il est là en attaque, mais en défense, il n'a pas l'impact que tu aimerais avoir, parce que le basket, ça se joue à 5. Et qu'ils n'ont pas cette énergie collectivement. Donc, c'est un truc à rectifier. Quand je dis rectifier, ça peut être par un trade. On parle beaucoup d'Herb Jones ce matin, mais c'est exactement ce type de joueur-là que tu dois avoir, parce que Vanderbilt ne joue pas, et il est censé t'apporter ce truc-là. Il ne joue pas, il est pas dans la rotation. Donc voilà, les Lakers doivent bouger s'ils veulent espérer être une meilleure équipe à l'orée des playoffs. Très surpris hier quand même par le body language des Lakers dès le deuxième quart-temps. Sénateur. Ouais. Sénateur. Vraiment, un peu de... Mais Lucas, t'as raison, Lucas. Ils sont fait rentrer dans la gueule et ils ont juste fait au lieu de dire, bon, là, c'est un vrai match. Voilà. Si on perd, on est éliminé. Il y a un truc, il y avait un match un peu coupé. À mi-temps. Non, ça fait pas sérieux. Ah, frérot, on peut en parler. En tout cas, les demi-finales donc se joueront sans les Lakers. On va pouvoir revoir le bracket et la première demi-finale sera à l'Est, donc, entre les New York Knicks et le Magic d'Orlando. T'es content, Erwan, hein? Ah, je suis content. Tu connais mon ambition pour les Knicks aujourd'hui. Oui. Donc, on va aller se plonger dans cette première demi-finale et voir un petit peu les clés de cette rencontre. Et je vais aller te chercher là-dessus, Théo. On veut que New York assume son statut. Là, je veux t'entendre là-dessus. Paolo Banchero, un match référence cette saison, parce que c'est vrai qu'il est dans le dur, l'italo-américain. Et l'attaque des Knicks, donc, qui est la troisième meilleure attaque de la Ligue face à la défense du Magic, qui s'est un petit peu retrouvé. Ouais, bah c'est exactement ça. Moi, j'attends de voir comment New York va aborder ce match-là. Parce qu'effectivement, il y a une question de statut, une question d'ambition. C'est maintenant que ça se joue pour New York. Et c'est pas un match totalement anodin. Et voilà, moi, j'attends de voir une équipe des Knicks qui va prendre ce match avec sérieux et qui va avoir envie de montrer vraiment un visage conquérant. Ouais, je te rejoins complètement. C'est loin les playoffs et le but c'est d'aller en finale NBA, évidemment. Vaut mieux perdre une demi-finale et aller en finale NBA. Ah bon? Non mais évidemment. Maintenant, ça te montre aussi le degré de confiance de l'équipe et le degré d'implication dans des moments un peu charnières de saison. Encore une fois, c'est prématuré, mais au bout d'un moment, on joue les matchs les uns après les autres. On aime bien dire ça, hein. L'important, c'est les 3 points. Donc là, aujourd'hui, les Knicks ont un bon match à jouer sur une télé, aux yeux de tous, j'ai envie de te dire, face à une bonne équipe qui connaissent énormément, parce qu'ils ont déjà joué, ça va être le 3e match de cette saison face à Orlando. J'ai envie de les voir costauds mentalement, bien entamer le match, avec un game plan simple et efficace. Tu joues à 7, tu joues à 8, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, il faut une grosse performance. Il faut surtout pas une contre-performance. Tu peux perdre un match, ça peut arriver, mais par contre, tu dois pas perdre en se faisant éclater ou en étant complètement à côté de ton gameplay. Le fond et la forme, important pour les Knicks. Oui, exactement. Mais moi, je les attends en finale. De toute façon, après, jouer les autres mutants, c'est un autre problème. Mais ça sera pas facile face à cette équipe du Magic qui va beaucoup mieux. Un petit mot sur Paolo Banchero. On en a parlé, nous, un petit peu dans la libre antenne et entre nous. Quel regard t'as sur son moment délicat en ce moment? Alors moi je suis plutôt fan quand même de Paolo Banchero et du potentiel et de ce qu'il peut faire. Je sais qu'il est pas populaire, notamment chez les fans de stats analytics et de stats avancés vont te montrer qu'il est peut-être pas aussi beau qu'on peut le voir. J'ai l'impression qu'il y a tellement de talent et de capacité que il y a un moment ça va cliquer. Par contre, je suis toujours pas tout à fait convaincu de la manière dont cette équipe fonctionne, en fait, cette équipe d'Orlando. Je sais pas dans quelle mesure. J'ai l'impression qu'il y a plus à tirer en fait de cette équipe d'Orlando, même si le roster est pas parfait. Il y a peu de roster parfait à part peut-être celui du Thunder dont on parlait tout à l'heure. Et il y a de la pression. Pour moi, il y a une forme de pression pour Orlando cette année. Il faut que ça bouge. Sinon, il faut vraiment qu'on ait le sentiment que cette équipe a commencé à aller de l'avant. Et ça commence avec les performances de Paolo Banchero. Mais j'ai l'impression que son utilisation est pas toujours optimale. Je te rejoins complètement. Quand tu fais le trade Desmond Bane, que tu lâches autant de choix de draft, le but, c'est d'avoir une vraie progression d'une année à l'autre. Ils sont qualifiés pour la NBA Cup. Qu'est-ce que vous appelez progression? Top 3, top 4 à l'Est, il y a à deux minima? trucs. C'est Théo en finale, dans Final Four de la NBA Cup, va en finale. Montre-nous que tu es capable d'aller en finale et donc d'être la meilleure équipe de l'Est à très court terme. Ensuite, il y a évidemment l'avantage du terrain, c'est un peu évident, mais c'est aussi passer un tour de play-off. Voilà, c'est ça la progression. Et Desmond Bane a quand même sorti une super performance sur le quart de finale. Il faut qu'il répète. Vous avez commencé par Paolo Banchero, vous avez raison. Franz Wagner ne va pas jouer, on le sait, il est blessé pendant au moins un mois. Donc ça va être aux joueurs les plus payés, aux leaders de cet effectif, de nous montrer qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Donc Desmond Bane de refaire un match à 25-30 points pour espérer gagner. Mais
Franchement, confrontation hyper intéressante entre Desmond Bain qui jette le ballon sur Giannobi, beaucoup de matchs entre les trucs, ça va jouer physique, ouais, on a toujours pas compris pourquoi il a fait ça. Mais il y a beaucoup d'histoires dans le match qui vont s'avérer, je pense, passionnantes pour avoir un bon match de basket. C'est samedi soir, oui. les demi-finales, donc 11h30, 23h30. Ouais, Le match entre les Knicks et le Magic. Prono, moi, mais toi, les Knicks. Dites-nous dans les commentaires vos pronos. C'est quoi vos pronos à vous? New York. Moi, New New York. York aussi. J'espère New York. Go, Voilà. New York, go, New York, go. C'est un fou, je crois que je vais y aller. Je vais me faire un Vas-y, t'as raison, hein, c'est quand on est jeudi, je pars demain par contre. J'ai été l'année dernière, il n'y a pas New York, j'y suis pas cette année, il y a New York. C'est l'histoire de ma vie. Exactement. On va aller dans l'autre demi-finale entre les Spurs et le Thunder. On a beaucoup parlé des Spurs, on a beaucoup parlé du Thunder. Là, ils s'affrontent et on regarde. Et la première question, c'est le retour de Victor Wembanyama. Parce que si Tonton, il revient pour ce match-là, déjà, on va avoir notre duel Chet Holmgren, Victor Wembanyama. Oui, cette histoire qu'on a envie qu'elle reprenne quelque part, parce qu'elle s'est arrêtée avec les blessures, notamment de l'un et de l'autre. Mais on a envie de retrouver ce duel fou qui avait commencé lors de la Coupe du Monde U19, on s'en souvient. Matcher l'intensité du Thunder. On a dit que les Spurs avaient clairement éteint les Lakers sur de l'intensité. Là, ils vont rencontrer l'équipe la plus intense de la ligue. Comment on imagine ça? Écoute, ils ont ce qu'il faut, j'ai envie de te dire. Ils ont ce qu'il faut parce qu'ils ont des joueurs athlétiques, ils ont une profondeur, ils ont une manière de jouer qui correspond à ça, ils ont le mindset aussi, ils ont ce qu'il faut. Maintenant, il y a à avoir les ressources et puis le jour J, être capable de délivrer ce qu'il faut face à cette équipe qui est une armada dont on a beaucoup parlé. Donc, il y a une équipe qui est meilleure, mais une équipe qui est capable de surpasser dans des moments qui semblent importants. Et on le disait pour Orlando, pour les Spurs aussi, c'est important. Ça peut être un acte fondateur, ce match. Gagner, perdre la NBA Cup, ok, mais faire un énorme match face à OKC qui semble être largement au-dessus, bah ça en dira long de ce qu'ils ont dans le bid et ce qu'ils seront capables de faire peut-être en play-off au printemps prochain. Ouais, s'il n'y a pas Victor, je serais extrêmement surpris que les Spurs arrivent malgré tout à taper OKC. Et même avec Victor, un retour de blessure comme ça, bien sûr, ça change tout. Hein. Je pense qu'en termes d'ambiance, en termes de potentiel, ça serait magnifique comme vous. Là, moi, j'adore les face-à-face entre Chet et lui. Mais j'ai l'impression qu'OKC... Je pense que les Spurs peuvent matcher l'intensité d'OKC, ça je le crois. Je suis pas sûr qu'ils puissent à la fois matcher l'intensité et garder la tête sur les épaules et en plus avoir l'efficacité dans le jeu. Sur 48 minutes. Ouais, j'ai l'impression que le challenge il est trop gros pour... Mais il y a une équipe qui est favori, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Mais franchement, en tant qu'à avoir un match... autant espérer que les Spurs soient capables de le produire ce match-là pour être dans le game. Encore une fois, tu gagnes, tu perds, c'est un match de basket. Mais d'être dans un money time, d'être encore, tu vois, il reste 6-7 minutes dans le 4e quart-temps, t'as encore une possibilité de gagner. S'ils ont ça, ça montrera quand même que c'est une vraie bonne équipe. Est-ce que Victor ou pas Victor d'ailleurs? On parlait des records du Thunder, donc de potentiellement matcher ou battre le record des Warriors de 73-9. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que le Thunder se dit tiens, on peut être la première équipe à faire NBA Cup et champion de titre la même saison? On sait que l'année dernière, ils ont perdu la finale de la NBA Cup avec un match complètement dramatique. Mais fondateur, pour la suite. Est-ce qu'il y a aussi un côté revanchard par rapport à ça? Moi, je pense, j'ai l'impression que ça commence à prendre. Alors, c'est petit à petit, hein, mais cette NBA Cup, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait ce matin dans le CQFR, c'est peut-être le plus beau Final Four qu'on a eu jusqu'à présent, avec vraiment des oppositions qui vont être cool à jouer. Et en fait, j'ai l'impression que les joueurs comprennent pas trop, font pas l'effort hein, plutôt de comprendre comment ça fonctionne jusqu'au moment où c'est les matchs à élimination directe. Et là, le mindset, il change quoi. Et je pense qu'effectivement, le Thunder, même s'ils ont fait leur super début de saison, je les vois mal arriver en étant sûrs de leur force ou en prenant cette équipe des Spurs de haut. Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher ce titre. Et je voyais Chet Holmgren qui disait aussi un truc. Il disait ouais, moi je suis content, je suis toujours content d'aller jouer au basket, mais en même temps là, il y a de l'argent sur la table. Je suis pas du genre à laisser de l'argent sur la table. Et ça, voilà, c'est aussi un petit élément en plus. C'est vrai qu'il y a qui permet de motiver il y a même une toujours équipe ce truc ça. depuis le début de la NBA Cup, il y a 500 000 à prendre et pour tous les joueurs qui n'ont pas des contrats max et les gens du staff. Et les gens du staff. On a parlé d'ailleurs. Les gens du staff. Il pense à son père en fait. Exactement. Il pense à son père. Ça va aller au chaud, je pense. Il pensait à son père. Il est dans le staff, non, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est vrai que c'est un truc, c'est tellement pas notre culture. Mais dans les interviews, la NBA Cup, c'est aussi pour garnir le panier avant Noël. Pour faire croquer tout le monde. Mais oui, bien sûr. Exactement. Dites-nous dans les commentaires quelle finale vous imaginez, quel vainqueur vous imaginez. On en reparlera forcément dans le First Day Show jeudi prochain. Donc, qui dit Spurs alors en finale? Moi non, je dis OKC. Pour moi, de toute façon, toute l'année, je ne pourrais pas parier contre OKC. Ne pariez pas contre OKC, vous allez perdre de l'argent. Voilà. On est tous d'accord. Voilà. Ouais, pareil. Mais si le Knicks en finale, et là les Knicks font un exploit incroyable. Ah ouais. Et la NBA Cup deviendrait le titre le plus exceptionnel de l'histoire de Allez, on va dans la palette, on va parler de LeBron.
Cette semaine, dans la palette, on va s'intéresser à LeBron James, qui a connu 2 fins de match bien différentes du côté de Toronto et de Philadelphie. 2 fins de match parfaitement maîtrisées, mais on sait qu'à Philadelphie, il a fini avec 10 points d'affilée dans un grand match d'attaque. Et puis derrière, par contre, à Toronto, il était plus dans le dur, mais on a vu des choix différents, Thomas. Vous ne vouliez pas qu'on parle des Lakers avant 2026, voilà, vous êtes gâtés. Allez, on y va tout de suite sur les Lakers et LeBron. On va se revoir cette action un petit peu en accéléré, c'était à Toronto la semaine dernière, et on va voir pour le retour de Papa LeBron et la fin de son record des 1200 matchs à 10 points ou plus, qui est toujours capable de faire la bonne passe pour le bon tir. Ça nous rappelle des souvenirs, on en parlera un petit peu plus tard. Allez, on retourne, donc on accélère, on est sur la dernière action du match, il y a 120-120, il reste moins de 10 secondes, regardez, 8 secondes,1 pour essayer de clôturer le match et ne pas aller en prolongation à l'extérieur. Le match de LeBron, important, il est à 8 points, à 4 sur 17, et 11 passes décisives. On peut se dire, il a le record en tête, il va essayer de tirer, etc., etc. Mais LeBron James est plus intelligent que ça. Regardez Austin Reeves, déjà, on surcharge ses couloirs de 1 contre 1. Donc Austin Reeves, intelligemment, va décaler. Il y a une prise à 2 assez franche de la défense des Raptors. LeBron est tout seul, et LeBron a le temps de choisir 4 secondes, un dribble, un peu moins de 4 secondes au chrono. LeBron peut peut-être aller au lay-up, peut prendre un petit tir à mi-distance. Il décide de fixer, merci, la défense. Le bon mouvement aussi de DeAndre Ayton est à souligner, qui permet donc à Rui Hachimura, à 2 secondes de la fin, d'avoir un tir en rythme et absolument tout seul dans le corner pour envoyer une énorme filoche et un buzzer beater bien célébré par les Lakers. Soulignons-le encore une fois, LeBron fait la bonne passe au bon moment. Il y a rien à dire, quand ça marche, faut se serrer la main et dire bravo. Ce que j'adore sur l'action, c'est l'attraper-jouer de LeBron, en fait. Parce que c'est parce qu'il n'a pas du tout d'hésitation. C'est ça qui force la défense à revenir sur lui. Et c'est ça qui ouvre, au final, la passe sur Hachimura. Et c'est... de toute façon, son QI basket, il est quand même vraiment impressionnant. Et sur des actions comme ça, limite, t'as l'impression que tu pourrais disséquer. Tu vois qu'il a vraiment... Il a un temps d'avance sur la exactement. Quand il attrape la balle, t'as raison, il fait attraper jouer parce que avant que la balle arrive, il sait qu'il y a un 3 contre 2 à jouer. Ils ont un surnombre sur le côté à l'opposé et qui sait que c'est Rui Hachimura qui va être tout seul. En fait, il a déjà tout analysé. Et qu'il est bon aussi dans le corner, c'est important. Exactement. D'ailleurs, on va le revoir après. Rui Hachimura, il est souvent placé là dans les fins de match. Et là, on voit Quickley qui monte sur lui comme un fou, mais sur ses sorties comme ça défensives, c'est beaucoup trop dur sur les close-out. Et lui, il sait très bien. Il y a pas une fois, en fait, il regarde vraiment le cercle. Il va juste fixer. Et une fois qu'il a fixé Quickley, qu'il voit qu'Ingram est à la lutte avec Eaton, c'est un caviar. Mais c'est intéressant aussi dans le contexte du match où il est maladroit de dire je vais faire cette passe-là. Ça nous rappelle la passe qu'il avait fait contre les Wizards à Damon Jones dans le corner. Ouais, aussi. Alors moi, ça me rappelle surtout, vous vous souvenez, dans la dernière finale des Lakers en 2020, la passe à Danny Green. Sur les Lakers passe à Danny Green. Non, les Lakers mènent à l'époque 3-1 dans la finale face à Miami. LeBron a exactement ce type de situation. Alors pas exactement sur un attaque comme 45, ça, c'est plus une ISO, mais je veux dire, il a un dernier tir pour lui et il fait le choix qui est une bonne passe à Danny Green. Et vous vous souvenez, à l'époque, moi j'avais dit, moi je suis là pour voir les superstars tirer. LeBron James est une superstar. Il y a moyen de gagner le titre. Ils vont perdre d'ailleurs ce match un petit peu plus tard. Et j'aurais préféré qu'il tire parce que Danny Green en plus avait manqué la cible. Bah LeBron, qui est un pass first guy, il le dit toujours, aura toujours une tendance à faire une passe. Pas toujours en fait, parce que regardez dans le match contre Philadelphie où il a été particulièrement inspiré sur la fin de match, en marquant 10 points consécutifs dans la fin du game. On nous a mis le dernier tir quand même pour se faire un petit plaisir. Les Lakers mènent de 3 points et LeBron a marqué un panier dont il a le secret. Regardez, on y retourne, 34 secondes à jouer, plus 3 en faveur des Lakers après un match disputé avec les Sixers. Rui Hachimura, tu en parlais, Erwan, il est toujours dans le corner, c'est sa position préférée. Luka est bien coupé, on se souvient que Luka laisse à LeBron la possibilité de tirer. Il y a un contre 1 à jouer là où LeBron préfère, c'est-à-dire sur sa main gauche un petit peu, le elbow, avec exactement le elbow. Là, on regarde la défense aussi à l'opposé. On regarde, on y va pas. LeBron est surpuissant. Souvent, vous savez, quand on fait des 1 contre 1 en 2 dribbles maximum, c'est exactement pour avoir ce type de situation-là. Il fait l'écart, il prend ce petit tir. Ça nous rappelle forcément des bons souvenirs. Souvenez-vous des Warriors avec un Ronny Turiaf qui portait cette tunique et LeBron, première époque des Cavs, avait marqué ce panier-là. Bon, écoute, c'est du classique LeBron. Il peut avoir 41 ans. S'il est en jambes, il pourra mettre ses tirs, Théo. Ouais, bah complètement. Là, c'est vraiment son spot, là, en allant sur sa main gauche à cet endroit-là. Moi, je trouve, tu sais, tu disais tout à l'heure, t'aurais préféré le voir shooter à l'époque. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours apprécié chez lui. C'est quand même cette capacité à faire le bon choix basket. Et même quand il était aux Cavs où
où il se mangeait tous ces trucs de ouais, Jordan n'aurait pas fait la passe, etc. Moi, je trouvais ça absurde, en fait. Pour moi, il faisait le bon choix. Et là, c'est le bon choix, en fait, parce que finalement, Hachimura est beaucoup moins démarqué sur cette action que sur l'action précédente. Là, s'il fait la passe à Hachimura, je pense que le défenseur a le temps de revenir pour contester. Il fait le bon choix, là. C'est le bon choix. C'est pas exactement la même action parce que là, il joue l'ISO, la fameuse ISO. Là, il y a l'ISO, mais par contre, on a mis un point d'interrogation sur Edgecombe parce que Edgecombe, il a vu que s'il vient trop en aide à Hachimura. C'était 2 jours avant, il va le mettre. Donc en fait, le fait de placer Hachimura là, ça met Edgecombe dans jette ou jette pas. Ouais. Et du coup, il a pas trop aidé parce qu'il prend pas d'écart, Grimes. Ouais, mais en tout cas, il est dans un entre-deux. Et à partir du moment où tu mets un joueur dans un entre-deux comme ça défensivement, t'as presque gagné. Après le talent, sur l'impact physique, parce qu'il défend bien, Grimes. Mais à un moment donné, quand il y a le duel, boum, il recule d'1 mètre. Et l'autre, ça lui suffit pour mettre dedans. Mais je trouvais ça intéressant qu'en 2 jours, on voit LeBron faire 2 choix assez justes comme ça et très différents. Et gagner le match. Ce qu'on lui reproche en playoff maintenant, c'est de plus être capable de faire gagner des matchs. C'est 2 matchs de saison régulière, mais c'est 2 fois où LeBron a fait gagner son équipe. Par contre, sur Danny Green, je reste persuadé que quand t'as une ISO en finale NBA, il aurait dû aller tirer. Pour gagner le titre, je veux dire. C'est pas genre juste là, c'est pour gagner le titre. Prends-moi ce tir, on est là pour ça, gros. Pour moi, ce qu'on avait dit à l'époque, je m'en souviens très bien, pour moi, il va trop loin. Il doit se lever, prendre le tir. Surtout que la passe à Danny Green, elle est très compliquée parce qu'il va trop profond et qu'il lui met dans les jambes. Bref, on va pas refaire J'ai pris une belle sauce. Belle sauce. Tu sais qu'on allait. On vous oublie pas, hein, belle sauce. On n'oublie pas. Je vais pas dire de nom, mais j'ai 2-3 insultes dans ma tête. Mais du coup, on en parlait là au bureau à la Regda, etc. Et Jérémy était pas au courant de cette histoire, tu vois. Et il est allé voir, parce que évidemment tu peux te retrouver, surtout Jérémy, il a regardé tous les tuts fuités, et il m'en a lu 2-3, ma mère a pris cher quand même, hein, pour une passe de LeBron James. Après, non, mais après ma mère, elle a rien fait, elle s'en bat les couilles. Après, on peut débattre 25 fois de oui, on aime la passe, comme tu dis, le côté collectif, le côté justement, je suis pas qu'un croqueur, on a envie de dire que les superstars, quand on leur donne une ISO, faut qu'ils se lèvent. Bon bref, il y a Théo, il me dit, moi j'apprécie que LeBron fait ça, il a pas dit ta mère c'est une PUTE. Voilà, on discute de basket ou on insulte tes darons. Non, ta mère est une femme extraordinaire, et je tiens à le dire, voilà. En plus, au passé sombre, tu gars. Arrête, c'est pas possible. Non, je rigole, maman. Par contre, ce qui est sombre, c'est mes quiz de cette saison au First des Shows. J'espère que, en cette période un petit peu de Noël, le ciel va s'éclaircir. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit Secret Santa, dit merveilleux t-shirt que m'a offert Ayman. Dans le dos, je vous montrerai plus tard, mais il y a tous mes bons choix de fantasy cette saison qui font que je suis mal lancé. Je suis 5e. Pour tous les gens qui sont en podcast, allez voir le t-shirt de Tom quand même sur la vidéo parce que c'est exceptionnel. Ça vaut le coup. Je vous ai fait un petit échauffement avant le qui suis-je. Voilà, vous avez fait une belle émission, comme ça prend pas trop de temps. À quelle fac? Ça vous va? Ouais. À quelle fac? Quelle fac c'est vrai. J'ai failli gagner 2 fois, malheureusement. Lundi dernier, exceptionnel remontada. À chaque fois que tu parles bien. 4-0, j'ai gagné 5-4. Sur lesquels fac, bravo. Terrible. LeBron avait commencé sa série des matchs à 10 points en 2006-2007. Je suis allé vous chercher tout ce qui se passait en 2006 et des questions de rapidité, typiquement qui était champion en 2006. Le hit. Voilà, Miami contre Dallas, c'est ça. C'est ça, okay. Exactement. Qui était le meilleur scoreur de la saison en 2006? Kobe, exactement. Qui était le leader à 3 points? Ray Allen. MIP. Bobby Simmons? Non, un gars qu'on connaît bien. Boris Diaw? Boris Diaw. Oui, Boris. Qui était coach de l'année en 2006? C'est à l'Ouest. C'est McDonald's. Non. George Karl? C'est avec Dallas. Carlisle? Non, Avery Johnson. Bon, qui était MVP en 2006? Dirk. Non, mais non, c'est Steve Nash, évidemment. Mais oui, je suis bête. Qui était rookie de l'année? C'est Chris Paul. C'est exactement Chris Paul. Et qui était Deep Hoyd? Ben Wallace. Ben Wallace, bravo. Tu t'es bien chauffé. Alors, moi, je suis ça va, toi? On a bien chauffé la voix. Tu veux boire un truc? Vin chaud, peut-être. Allez, le petit qui suis-je, qui peut aller très vite, je vous le dis. Je suis né le 26 mars 1990. Quelle belle année. Oh là là. Si je perds là-dessus. Sur les années de Thomas. J'ai donc 35 ans et on ne m'a plus vu sur un parquet NBA depuis 2020. Mais, commençons par le commencement. Je fais mon cursus universitaire dans la petite fac de NSU. Là-bas, j'y passerai 4 ans, où je dominerai, notamment à l'intérieur. Je suis élu 1 fois meilleur joueur de la Mid-Eastern Athletic Conference et 2 fois meilleur défenseur. En NBA, c'est surtout en défense que je serai dominant. Je me présente à la draft 2012, celle d'Anthony Davis, un autre big man comme moi. Et j'attendrai la fin du 2e tour et le 49e choix pour être appelé par le Magic d'Orlando. Non, j'ai un gars, mais c'est pas Nicholson. Fais pas des feintes comme ça. Nicholson, là. Le grand, là. Lors de ma saison rookie, je joue 11 minutes derrière Nikola Vucevic.
pour 4 petits points de moyenne. Pour récompenser ma saison, je reçois le titre de Hustle Player of the Year, qui a autant de valeur que gagner un Kelfac. Mais vous comprendrez que je suis un battant. Je sais pas du tout. La saison suivante, plus de minutes et surtout plus de contres. Avec 1,3 blocs par match, je suis le meilleur contreur de mon équipe. Je rentre dans le... Isaac, Isaac Jonathan Isaac Non, c'est non, lui. c'est plus tôt. Il a arrêté la NBA en 2020, le mec. Ah oui, Et je rentre dans le 5... c'est vrai ça. Je rentre dans le 5 19 fois. Et je démarre la saison suivante blessé à ma cheville, mais quand je reviens sur les parquets, c'est Vucevic qui se blesse. Et quand je le remplace, j'inscris en moyenne 15 points et 7 rebonds. Oh, c'est qui ça? À l'été 2015, J'ai vu Magic. été 2015, après 3 saisons à Orlando, je suis tradé dans l'équipe de cœur d'un des mecs sur le plateau. Oh là là, quel relou. Almousson. Là-bas, j'y resterai également 3 saisons en sortie de banc. Je porte le numéro 9 et je ne joue pas une seule fois les playoffs. Niveau stade, je reste dans les mêmes moyennes. Le 6 juillet 2018... Kylo Quinn. Kylo Quinn, ça part ici. Et oui, je suis tradé Oui, Thomas à Indiana. Oui. Bravo, Kylo On ne Quinn. sera pas une Aéroine avant 2026. Oui, Méfie-toi. Spoil pas, spoil. Kylo Quinn, C'est pas putain. Kylo Quinn. T'es ouais, allé on jusqu'au va Paris finir. Basketball du coup après? J'allais jusqu'au Paris Parfum Basketball. exceptionnel, Kylo Quinn. Parfum. Ah ouais. Parfum, quand il était au Paris Basketball, Ah, il s'en fait bon, je non me suis retrouvé en VIP avec lui. Il avait un parfum d'exception. Tombé amoureux ou pas? Non, non, il avait juste un bon parfum. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est une sacrée anecdote. Tu mets sur Wikipédia, ça. Ah ouais, c'est clair. J'espère Incroyable. retrouver dans une interview complice. Bah, je l'avais noté. On était avec Steph et Steph, il avait dit comme ça, mais man, you smell good. J'imagine bien. C'est Steph, comme il est sans filtre. Il a kiffé en plus, j'imagine. Good, voilà, thank you et tout, voilà. Voilà, Bravo. des beaux échanges. À défaut qu'il y ait des qui suivent, on a des histoires à raconter. Ouais. Merci Théo, c'est Merci, toujours Théo. un plaisir. Bonne fin d'année à toi Merci, et à ouais. toute l'équipe de Rivers. Encore bravo pour 20 ans. On se revoit en 2026, tu nous rassures. Ouais, Et bien promis qu'un jour, Avec on te plaisir. mettra au générique. Parfait, ça marche. On se retrouve lundi pour le Big Monday. Soyez bien au rendez-vous de cet exceptionnel Dominic Wilkins face à Larry Bird. Je suis là où là. Pourquoi il y a la lumière rouge là? Je comprends rien. Y a pas de M'a lumière. gonflé. Ben, je comprends rien. Allez, à lundi. À lundi. Bisous. Ciao, ciao. À la fin, c'était sur ça.